Bien, chers frères et sœurs, je vous remercie d'abord pour votre disponibilité à nous écouter. Nous sommes venus auprès de vous pour vous parler de la situation de la jeunesse en République démocratique du Congo. Lorsqu'on suit les nouvelles au jour le jour, on est frappé par le caractère combien pessimiste de la situation dans ce pays. Effectivement, nous sommes dans un pays qui va pratiquement à volo. Les nouvelles ne sont pas très bonnes. Chaque jour qui passe nous plonge toujours davantage dans une situation plus malheureuse. Et c'est dans ce contexte infernal que vit au quotidien non seulement la population dans l'ensemble, mais de façon plus particulière la jeunesse congolaise qui est appelée à être demain l'avenir de ce pays. Et je voudrais en ce moment vous parler de sa condition. Quelle est sa situation? Comment elle s'y prend pour sortir de cette nuit noire dans laquelle il est plongé au jour le jour? Les jeunes dans notre pays sont pleins d'espoir, de dynamisme et d'optimisme. Quels que soient les aléas auxquels ils sont confrontés, ils ont la certitude que, au long de la nuit, au bout du tunnel, il y a toujours la lumière qui apparaît. Et c'est ce dynamisme qui les anime malgré les aléas de la vie auxquels ils sont confrontés. Au niveau du travail, au niveau de l'enseignement, au niveau de la sécurité, au niveau des situations médicales. Et c'est de cela dont je voulais vous parler de manière plus spécifique, non pas pour toucher votre cœur, mais pour sensibiliser et faire comprendre que le mal qui touche quelqu'un, la souffrance qui touche quelqu'un, nous touche aussi nous tous parce que, quelque part, nous sommes des frères et des sœurs. Sur le plan de l'éducation, nous sommes dans un système éducatif complètement par terre. Les écoles, et la qualité de l'enseignement est complètement médiocre. Et la plupart des études, c'est pour être voués simplement au chômage. Et beaucoup peuvent dire que c'est un contexte qui frappe pratiquement. Mais en RDC, les conséquences sont beaucoup plus désastreuses parce que c'est tout l'avenir qui est compromis. C'est toute une génération qui va être vouée pratiquement à la corruption. Que les efforts du gouvernement, si efforts il y a, les changements tardent à venir. Dans tous les sens, les institutions tentent de colmater les brèches d'un édifice qui s'écroule au jour le jour. Mais la jeunesse, elle, reste les parents pauvres de toutes les réformes qui sont en train d'être entreprises. Les jeunes, vraiment, sont frappés par le chômage. Sur le plan de la sécurité, l'insécurité rampante partout dans le pays, non seulement à l'est du pays, mais aussi à l'ouest. Lorsque dans une situation les gens ne travaillent pas, les gens doivent chercher à survivre, ça crée ce que nous on appelle ici le système de Kuluna, c'est-à-dire de jeunes qui prennent des machettes pour s'attaquer à la population et trouver de quoi survivre. C'est pratiquement une jungle dans laquelle tout le monde est en train de s'enfoncer, s'abîmer. Et encore une fois de plus, les victimes de cela, ce sont des jeunes, parce qu'ils sont fragiles, parce qu'ils sont faibles, parce qu'ils sont vulnérables. Sur le plan également politique, les jeunes tentent de se frayer un chemin. Mais nous sommes dans un système politique où vraiment c'est la gérontocratie. Ils servent simplement d'escabeau pour les leaders politiques, plus préoccupés par leurs bénéfices plutôt que par le souci de promouvoir une jeunesse dynamique, engagés, capables de changer la situation. Dans les partis politiques qui sont pratiquement nombreux en train d'être non seulement idéologisés, mais utilisés par les politiciens. Et lorsque nous allons à l'est du pays, ils sont nombreux qui finissent pratiquement dans les milices. Non pas parce qu'ils veulent être dans ces rébellions, mais parce que c'est la seule issue qui se présente à eux pour trouver de quoi survivre, de quoi améliorer leurs conditions de vie. De quelque côté qu'on aborde les questions, on se rend compte que c'est une jeunesse pratiquement prise en coupe réglée. C'est une jeunesse pratiquement sans espoir, sans avenir. Une jeunesse pratiquement dans un état qu'on peut appeler un état prédateur. Et donc, dans ces contextes de cannibalisme social dans lesquels tous y sont enfermés, la jeunesse, comme je l'ai dit au début, est vraiment la victime la plus facile. Et nous allons voir comment, dans ces contextes, ils ne se laissent pas vraiment, comme je l'ai dit au début, tenir victime pour se complaindre au jour le jour, mais ils tentent autant que faire se peut de sortir de la situation. Et c'est de cela dont je voulais vous parler pour ne pas vous laisser dans une situation permanente de remords, de tristesse, d'angoisse. Non. Quelle que soit la situation que nous vivons, nous pensons que le meilleur est à venir. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit par apparaître. Et c'est cet optimisme que nous voyons dans cette jeunesse, malgré les situations de mal et mort que j'ai essayé de décrire dans ces mots-ci. Bien, chers frères et sœurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, la condition de la jeunesse congolaise n'est pas vraiment agréable. Les enfants soldats par-ci par-là dans les rébellions, les milices de gauche et de droite, à l'est, en Ituri, dans le nord Kivu, le sud Kivu,
Des enfants de la rue, au jour le jour, le nombre devient grandissant dans les grandes villes de Kinshasa, Lubumbashi, Kananga, Bukavu. Des enfants qui se retrouvent pratiquement dans des conditions inimaginables, en train de travailler dans des mines de coltan pour gagner de quoi survivre. Une jeunesse qui ne rêve au jour le jour qu'à quitter ces pays parce que c'est complètement infernal. Et lorsqu'ils prennent des voies tout à fait risquées, c'est pour se retrouver à Pampaludousa, dans ces pays d'Italie où ils sombrent dans des embarquements extrêmement frêles. Toutes ces situations, peut-être vous avez eu vent de tout cela. Mais au-delà vraiment de ces affres d'une situation malheureuse, comme je l'ai dit au début, nous gardons l'espoir que Dieu est présent dans notre pays, le Congo. Nous gardons l'espoir que l'avenir sera meilleur. Nous gardons l'espoir que toutes ces souffrances-là ne sont pas vraiment vaines et que demain, nous serons davantage plus forts. La salle où nous nous sommes retrouvés en ce moment, cette salle que vous voyez, est la salle d'un centre qu'on appelle le CEPAS, Centre d'études pour l'action sociale. Et les drapeaux que vous voyez, c'est le drapeau de notre pays, le Congo. Régulièrement, nous nous retrouvons ici pour penser notre condition. Avec des centaines, des milliers de jeunes, nous sommes souvent ici pour réfléchir. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que notre situation change? Et croyez-moi, les jeunes sont optimistes. Les jeunes sont pleins d'espoir. Ils font des activités multiples. Et les différentes rencontres auxquelles nous nous mettons très souvent, c'est pour parler de leadership. Parce que nous sommes convaincus que l'une des crises à laquelle notre pays est confronté, c'est une crise de leadership. Nous manquons des dirigeants qui sont à même de réfléchir à long terme pour pouvoir engager non seulement les vieux, mais aussi les jeunes dans un travail de transformation sociale, dans un élan de renaissance. Le leadership est pour nous vraiment les thèmes majeurs auxquels nous engageons cette jeunesse pour que demain ils deviennent des personnes extrêmement responsables. Et à ce niveau-là, je peux partager avec vous de nombreuses expériences de ces jeunes qui, prenant conscience de la situation, se disent qu'est-ce que nous pouvons faire. Ils sont engagés dans des services volontaires pour nettoyer la ville, la rendre beaucoup plus propre. Ils sont engagés dans des travaux de collecte du peu qu'ils peuvent avoir pour aider bien des écoliers à trouver les frais scolaires pour pouvoir rentrer à l'école. Ils sont engagés dans des travaux vraiment d'assistance aux plus démunis. Régulièrement, ils visitent des hospices. Régulièrement, ils font tout ce qu'ils peuvent faire pour que dans leur quartier, il y ait moins de tristesse et d'angoisse. Bref, ces jeunes sont à l'heure actuelle à un niveau de réflexion très très critique pour changer la situation, quelle que soit la pesanteur de la situation économique. Et très souvent, c'est ici où ils se retrouvent pour discuter de toutes ces questions-là. Leadership, mais aussi entrepreneuriat. Nous sommes dans un pays qu'on dit un scandale géologique. Mais où vont ces richesses? Ce sont des richesses qui n'entrent pas vraiment au service de la communauté. Ce sont des multinationales qui viennent, Banro, Glencoe, et permettez-moi de citer seulement ces deux-là. Il y en a bien nombreux. Vous avez lu beaucoup de livres sur Noir Canada et d'autres pillages, exploitation du pays. Et ces jeunes regardent. Ils sont comme pratiquement des dépossédés d'une richesse qui leur revient. Mais dans tout cela, ils ne perdent pas espoir. Ils se disent, le peu qui nous reste, comment pouvons-nous faire pour pouvoir survivre à défaut de vivre? Et c'est là où nous avons introduit cette dynamique de l'entrepreneuriat. Comment créer dans cette jeunesse un esprit inventif, créatif, pour qu'avec le peu qu'ils ont, ils puissent mener une vie décente. Dans cette salle que vous voyez, nous faisons régulièrement des conférences, des formations, des trainings pour leur apprendre comment transformer leurs difficultés en opportunités, comment transformer les obstacles auxquels ils sont confrontés en moyens vraiment de survie. Parce que, comme nous l'avions dit, notre devise, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit par apparaître. Et de plus en plus, nous voyons les résultats de ce travail. Ce ne sont pas des jeunes qui passent le temps à se plaindre. Ce ne sont pas des jeunes qui passent le temps vraiment à se morfondre de la situation qui ne va pas pour maudire l'État, maudire le pouvoir. Non. Ils ont compris que l'union fait la force. Ils se mettent ensemble pour porter ensemble toutes ces difficultés-là et y trouver des solutions. De plus en plus, lorsque vous allez dans la ville de Kinshasa, pour ne citer que cette ville-là, vous verrez beaucoup de jeunes qui sont dans l'association de la jeunesse pour peut-être apprendre comment épargner. Association de jeunes pour la salubrité de leur quartier. Association des jeunes pour un peu plus de sécurité dans leur avenue en mettant un peu plus de lumière. Bref, il y a quand même, au-delà vraiment des ténèbres de la situation, des signes d'espoir qui font que demain la situation changera. Et c'est ça que je voudrais vous partager pour que, ensemble, nous puissions comprendre que on ne se laisse pas aller à la résignation.
On ne se laisse pas aller au pessimisme. Nous ne sommes pas frappés par l'immobilisme. Quelles que soient les pesanteurs de la situation politique, quel que soit l'État prédateur en train de cracher sur la population, cette population reste dynamique, pleine d'espoir et portant surtout la foi en un Dieu qui est libérateur et qui sauve. Bien chers frères et sœurs, nous avons peut-être décrit les efforts que la jeunesse congolaise fait pour sortir de la situation actuelle. Et maintenant, la question qu'on peut se poser, à partir d'ici, où est-ce que nous allons? C'est vrai que l'histoire du Congo, c'est une histoire de douleur. Plus de 6 millions de morts. Et ils continuent à mourir au jour le jour. Plus de 80 fosses communes dans les Kasaï. Et pas plus tard qu'hier, nous apprenions que dans la ville d'Uvira, la guerre a repris entre les Maïmaï et les FARDC. Des rébellions par-ci, par-là. Et ici, dans la ville de Kinshasa, la semaine passée, moi-même, personnellement, j'ai accompagné des jeunes qui voulaient simplement déposer un mémo parce que cette question de passeport est une épine dans les pieds de la population congolaise déjà laminée par la misère. Et quel a été le résultat? La police est venue pour nous coffrer quelque part. Bref, j'évoque cela non pas pour critiquer mon pays, non pas pour dire du mal de notre État, mais simplement vous partager une situation qui n'est pas très très bonne, qui est injuste, qui est dangereuse, qui pratiquement ne suscite pas l'espoir. Et donc, comme vous le voyez, lorsqu'on regarde cette situation, vraiment, c'est pratiquement une situation de mal et mort. On s'attendait à ce qu'il y ait des élections, les élections n'ont pas eu lieu. La jeunesse est allée, il a marché pour protester, réclamer cela. L'année passée, ça fait une année, au mois de septembre, c'est-à-dire le 19 et le 20, on en a tué plus de 59. Je peux multiplier beaucoup d'exemples où on voit un peuple qui lutte, un peuple qui se bat, un peuple qui veut sortir de la situation, une jeunesse déterminée, mais une jeunesse en même temps terrorisée, laminée, et c'est très triste. Et lorsqu'on cause avec ces jeunes, ce qu'ils vous racontent vous donne le froid dans les dos. Ils ne savent pas si demain, vraiment, ils seront encore vivants debout. Et malgré toutes ces complaintes, malgré tout cela, ils gardent encore l'espoir. Et c'est cela qui fait vraiment la beauté et vraiment l'espoir dans ces pays. Et la question qu'on peut se poser à l'heure actuelle, vraiment, à partir de là, où est-ce que nous allons? Qu'il faut-il faire? La réponse, elle est toute simple. L'avenir appartient au Seigneur. Nous professons notre foi de chrétiens en disant le passé appartient à la miséricorde de Dieu, le présent appartient à l'amour de Dieu et l'avenir appartient à la providence. Et lorsque nous disons que l'avenir appartient à la providence, cela ne veut pas dire que nous nous laissons abandonner à ce qui vient pour demain. Non, cette jeunesse est une jeunesse consciente et engagée. Leurs efforts consistent simplement à améliorer au jour le jour. C'est peut-être une amélioration immédiate. Mais à long terme, les espoirs qu'ils portent, c'est les espoirs d'une éducation de qualité. Lorsqu'on parle de richesse de la RDC, c'est une richesse potentielle. Nous voulons passer d'une richesse potentielle qui soit un scandale géologique de la Terre à une richesse réelle qui soit portée non pas sur des minéraux, mais plutôt sur l'homme. Le travail consiste en ces moments à réhabiliter l'homme congolais. Le travail en ces moments consiste à investir en cet homme congolais au niveau des valeurs morales et spirituelles d'abord, et ensuite les compétences professionnelles. Voilà pourquoi s'il faut vraiment s'engager avec cette jeunesse, il faudra autant que faire se peut s'investir à long terme dans cette perspective-là. Le deuxième élément sur lequel nous sommes en train de travailler au quotidien, c'est la solidarité. Les Américains disent « United we stand, divide you fall ». Unis, nous sommes debout, mais divisés, nous tombons. Et les Belges encore ont la même perspective. L'union fait la force. Lorsque les hommes se mettent ensemble, ils sont capables de faire quelque chose de grand, de bien, de beau. Mais quand ils sont divisés, se combattant les uns les autres, c'est alors qu'ils meurent simplement comme des mouches, n'est-ce pas? Et à ce niveau-là, nous essayons autant que faire se peut d'aller au-delà des clivages ethniques, sociaux, pour leur faire comprendre que leur destin est un destin commun. Leur apprendre à travailler ensemble, susciter en eux, comme nous l'avions dit au début, un leadership transformationnel, c'est-à-dire une manière de vivre qui consiste, n'est-ce pas, à tirer les meilleurs de chacun pour que, dans une action collective, dans une intelligence collective, nous soyons capables de porter des résultats qui portent. C'est ces deux dimensions dans lesquelles nous sommes en train de travailler autant que faire c'est possible pour que demain, l'avenir change. Et encore une fois de plus, nous avons la certitude que le Congo d'aujourd'hui sera différent du Congo de demain. Parce que lorsque vous entendez cette jeunesse parler, ils ne parlent pas de ce que leurs aînés ont fait. Ce que leurs aînés ont fait, il ne faut pas avoir peur de l'avouer. C'est la concussion, c'est la prévarication, c'est la corruption. Et les conséquences, c'est cette jeunesse qui importe pratiquement. Et eux, quand ils réfléchissent, ils pensent qu'il est possible de vivre dans l'intégrité, la justice et les valeurs qui comptent.
Et à l'heure actuelle, je le répète pour la 3e fois, construire l'homme congolais devra partir d'une base d'abord morale et éthique. Les compétences morales doivent précéder les compétences professionnelles. Et à ce titre-là, ces jeunes sont de plein cœur. Même si les modèles manquent à ce niveau-ci, mais au moins ils comprennent qu'au bout du compte, la figure idéale pour une vie meilleure, c'est Jésus-Christ, en qui nous croyons et avec qui nous croyons que la victoire est certaine. Comme dit l'apôtre Saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine serait notre foi. Bien, chers frères et sœurs, voilà ce que nous pouvons partager dans cette situation. De quoi souffre la jeunesse congolaise, qu'est-ce qu'elle est en train de faire elle-même pour sortir de la situation et quelles sont les perspectives d'avenir heureuses pour pouvoir, n'est-ce pas, voir la lumière du jour. Nous gardons l'espoir que le Dieu qui vient au jour le jour, c'est un Dieu du bonheur, de l'amour et de la joie. Je vous remercie.